Nous allons donc commencer cette deuxième partie de ce colloque, deuxième sous-partie en fait, consacrée à Don Michel et la langue bretonne, commençant par Ronan Calvez, qui est professeur de celtique à l'Université de Bretagne occidentale et qui va nous présenter une communication sur Don Michel et la langue bretonne. Merci Franche. En 1957, le chanoine Fallerin publie un manuscrit inédit qu'il attribue à Michael Lenoblé. De ce manuscrit, le chanoine Fallerin tire des conclusions sur l'histoire de l'orthographe du breton et affirme que Lenoblé est à l'initiative de certaines modifications orthographiques apportées par Monnoir. Dans le manuscrit transcrit par le chanoine, et donc c'est un élément important, il est question de en autor Bartoli, l'auteur Bartoli, j'y reviendrai. En 1965, dans la revue Arbeidskeltiek, en août 1965, Ropar-Sémon affirme qu'il y a là une contradiction qui remet en cause la datation du manuscrit. Alors, excusez-moi. Oui, vous voyez ici, c'est un extrait de l'article du chanoine Fallerin, et vous voyez donc en haut, troisième ligne, la transcription autor Bartoli. En 1965, dans Arbeidskeltiek, Ropar-Sémon écrit une petite note dans laquelle il explique que l'auteur de l'article, il ne cite pas le nom du chanoine Fallerin, que l'auteur de l'article publié dans les Annales de Bretagne s'est trompé à propos de la datation de ce manuscrit attribué à Lenoblé. Il ne peut pas être de Lenoblé puisqu'il est question de Bartoli et que les livres de Bartoli, d'après ce que a pu lui dire le docteur Charles Laurent, ne sont pas publiés, ne sont pas connus en France avant 1653. Donc, dernière ligne, comment Michel Lenoblé aurait-il pu, mort en 1652, lire un livre écrit par l'auteur Bartoli? Cette dénégation a pour but principal de rappeler que Monnoir est bel et bien celui qui a introduit de nouveaux signes diacritiques en breton. Le débat est donc d'ordre philologique, orthographique, mais il est aussi, je pense, il a des ressorts idéologiques. Grâce à Ian Selton, j'ai pu avoir accès au fameux manuscrit dont le chanoine disait avoir eu une photocopie. Ce manuscrit est actuellement conservé aux archives départementales du Finistère. Il provient des archives de Kernus en Pont-l'Abbé. Je l'ai transcrit. La transcription du dit manuscrit montre bien que l'on est en présence d'un brouillon. Alors, cependant, ce n'est pas l'objet de ma communication et je vous demande de me croire sur parole, mais je pourrais en parler plus avant. Aux archives départementales du Finistère, sous la même cote et provenant des mêmes archives de Kernus, il y a également un manuscrit latin. Et la comparaison des deux manuscrits éclaire, à mon avis, d'un nouveau jour le manuscrit breton. Elle montre notamment que la remise en cause de la datation du manuscrit breton a été faite pour de mauvaises raisons. Je vais donc présenter les différentes pièces du dossier qui me permettent d'affirmer que le texte attribué à Lenoblé n'est pas de lui pour d'autres raisons que celles présentées habituellement. Mais une fois que j'ai dit cela, j'ai coupé la branche sur laquelle je suis assis. Puisque comment faire pour évoquer la langue bretonne et Lenoblé, ou comment faire pour parler du breton de Lenoblé? Eh bien, je vais essayer de m'en tirer en expliquant tout d'abord pourquoi ce manuscrit breton ne peut pas être de Lenoblé, puis ensuite j'essaierai d'expliquer qu'il y a peut-être en effet un breton de Lenoblé. Je pense en effet que ce manuscrit ne peut pas être de Lenoblé pour plusieurs raisons. La première raison est scripturale. Même si une datation à partir de l'écriture est relativement aléatoire, et je vais donc prendre de grandes pincettes, l'écriture du manuscrit breton semble postérieure à 1650. Je vous ai dit en introduction qu'il y avait un manuscrit latin sous la même cote. Je vous en montre à nouveau une page. Vous le savez, mieux vaut s'adresser à Dieu qu'à ses saints. J'ai donc demandé à Alain Croix, ici présent,
ce qu'il pensait de cette écriture, et il a été affirmatif. Elle date d'avant 1650. Dieu a parlé, ce manuscrit date donc d'avant 1650. La confrontation du texte latin et du texte breton fait penser que le manuscrit breton est le brouillon d'une traduction du manuscrit latin. La présence de mots français dans la traduction montre bien que le français sert d'intermédiaire au breton. On peut donc imaginer, mais c'est une pure hypothèse, qu'un ecclésiastique qui ne maîtrisant pas parfaitement le breton traduit en breton le texte latin pour sa propre prédication. Mais cette traduction se fait dans la première moitié du XVIIe siècle, ou bien au début du XVIIIe, et la confrontation est parlante. Je pense en effet que la comparaison entre le latin et le breton permet d'affirmer que le texte ne peut pas être de le Noblet. En effet, en latin, on lit Alia Remedia Universalia ex Palanco, c'est-à-dire d'autres remèdes universels de Palanco. Dans le manuscrit breton, ceci est traduit, je traduis, Remedu al general de en autor Palancus. Donc, d'autres remèdes généraux d'un auteur, de l'auteur Palancus. Alors, introduit par ex, Palanco peut être l'ablatif de Palancus. Mais, à la différence de la traduction bretonne, il n'est pas question d'auteur. Dans un premier temps, en lisant la traduction bretonne, j'ai pensé à Francisco Palanco, alias Palancus, qui est né en 1657, qui est mort en 1720, mais si le manuscrit latin est bien de la première moitié du XVIIe siècle, ça colle pas. Une hypothèse que je soumets à votre sagacité, et c'est vraiment une hypothèse et je n'ai aucune certitude, même si c'est bien écrit Palanco, et je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, il faudrait lire Polanco, le secrétaire d'Ignace de Loyola. C'est une pure hypothèse que je soumets à votre sagacité. Par contre, on peut penser que le traducteur breton pense, lui, à Francisco Palanco, qui, à la fin du XVIIe siècle ou au début du XVIIIe siècle, est lui connu. Alors, autre chose me fait penser à une erreur de traduction, ou en tous les cas à une différence de culture entre l'auteur du texte latin et l'auteur du texte breton. Dans le manuscrit en breton, il est question de l'auteur Bartoli. Je l'ai dit, vous avez ici à droite l'extrait, vous voyez apparaître à la quatrième ligne, en l'occurrence, enfin, troisième ligne, Bartoli. Dans le texte latin que vous avez en face, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est à la troisième ligne, je lisais Bartoli. Mais le texte latin ne dit pas Bartoli, et c'est Alain Croix qui m'a ouvert les yeux. Je voulais lire Bartoli parce que en breton c'est écrit Bartoli, mais en fait, si vous regardez bien, c'est Bartol point qui est écrit. Les deux mots qui suivent ce nom d'auteur sont importants, car il y a là une référence au dominicain portugais Bartolomeo de Martiribus, mort en 1590. Et ça colle parfaitement avec la culture des jésuites du XVIIe siècle. Le traducteur breton, lui, c'est le XVIIe siècle. Le traducteur breton, lui, a voulu lire Bartoli, qui était sans doute dans la seconde moitié du XVIIe ou au XVIIIe siècle plus connu. En effet, Danielo Bartoli est surtout connu pour un ouvrage publié en latin, publié à Rome en 1645, qui est traduit en français dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Et c'est en effet là que Parsemon avait mis le doigt sur cette contradiction. Indirectement, grâce à cette comparaison, on a donc une indication sur la culture différente de deux prédicateurs ou hommes d'église, et il faudrait entreprendre une comparaison systématique que je n'ai pas faite. Mais pour l'heure, la messe est dite, le texte breton attribué à Le Noblet ne peut pas être de Le Noblet. Ce qui veut dire que je n'ai plus rien à raconter. Pas tout à fait, Franche, pas tout à fait, puisqu'en effet, en creux, par petites touches, on peut tout de même voir se dessiner un breton noblaisien.
En effet, dans les archives conservées à l'évêché, on trouve quelques traces de breton qui pourraient peut-être être de la main de Noblet. Alors ici, c'est une phrase, là un texte plus long, c'est bien maigre, mais ce n'est pas inintéressant et je crois que l'intérêt de ces traces est surtout d'ordre sociolinguistique. Ainsi, dans le manuscrit C19, on trouve cette phrase en breton, c'est la dernière ligne, entre parenthèses, en breton, « Eat eo dindan ambet ». Mot à mot, il est allé sous le monde. Le participe passé du verbe « aller » est écrit ici, c'est très clair, « eat ». La diphtongue « ea », comme dans « Michael », la diphtongue « ea » dans le participe passé est une marque léonarde, qui n'est pas notée ainsi dans la plupart des textes imprimés au XVIe ou au début du XVIIe, à l'exception notable de Buez Mabdane, imprimé en 1530. Mais je ne sais pas si c'est une piste à creuser. On a donc là une forme orale. Par contre, l'article est noté « en », comme le veut le standard écrit de l'époque. Dans les archives diocésaines, un manuscrit a retenu mon attention. En effet, à la fin du manuscrit C3, sur la dernière page, à l'envers, on trouve un texte court que voici. Il consiste en un jeu de demandes et de réponses. Là encore, Alain Croix est catégorique. L'écriture est d'avant 1650. La graphie utilisée ne laisse pas de doute non plus. Les deux F qui marquent la nasalisation de la voyelle avant les deux F sont utilisés. Vous voyez ici à droite livirit di, DI, 2F. Les mutations ne sont pas notées. À gauche, vous voyez écrit, je prononce comme c'est écrit en dud à goar en cartou painted, ce qui doit se lire en dud à hoar en hartu painted. Donc les mutations ne sont pas notées. De même, l'article est noté indifféremment en. C'est donc le breton de quelqu'un qui maîtrise la langue, qui en a une culture écrite et qui n'a pas besoin de noter les mutations de peur de ne pas les réaliser correctement. La notation des mutations à compter du Père Noir peut s'expliquer par sa connaissance tardive du breton. Il a besoin de noter les mutations pour pouvoir bien les réaliser à l'oral. Quelqu'un qui maîtrise bien les mutations n'en a pas besoin. On note également une chose importante dans ce très court texte que vous avez ici, eh bien c'est l'abandon de la versification. Vous avez ici un texte en prose. C'est donc un texte qui n'est plus gothique, mais c'est un texte qui relève du baroque mystique. Alors, ces mots sont peut-être de la main de Lenoblet. En tous les cas, elles sont de la même main que d'autres manuscrits parvenus jusqu'à nous. On a fait une comparaison entre les manuscrits parvenus jusqu'à nous et qui se trouvent à l'évêché ou aux archives départementales du Finistère, révèle des similitudes frappantes. Je vais vous donner quelques exemples. Ici, vous remarquez que les E majuscules du manuscrit breton, c'est-à-dire le C3 à gauche, et du manuscrit latin sont très proches. Sur la première ligne, à droite, vous avez un E majuscule. Sur la première ligne à gauche, vous avez également un E majuscule et la ressemblance est frappante. Les E majuscules sont également très proches, donc ceux du manuscrit breton sont également très proches de C19, le manuscrit où se trouve la phrase en breton citée plus haut. Il est entouré ici en rouge. Le E majuscule est visiblement très très proche. Les A majuscules du manuscrit breton, à gauche, c'est la deuxième ligne, le premier mot de la deuxième ligne, Arhui, Neruskit, un réol aral. Eh bien, le A majuscule est le même que le alia que l'on trouve dans le manuscrit latin. Les C apostrophe H, alors là, ça c'est un élément, là, c'est une preuve qu'Hercule Poirot là, aimerait bien vous montrer. Vous avez à droite, moi, Michel Noblet. On peut donc penser qu'on a là un texte, et c'est donc le manuscrit A2,
considéré comme autographe. J'ai quand même mis un point d'interrogation. Si vous regardez maintenant, alors c'est le manuscrit breton à gauche, vous voyez la première ligne, il y a le mot est barré, et ensuite vous avez le troisième mot, il faut lire perhet, péché en breton. Vous avez le CH qui est identique au CH de Michel. Est-ce une preuve suffisante? Je ne sais pas. Mais visiblement, la main, en tous les cas, la main semble être la même. Évidemment, je ne serai pas catégorique, mais d'une certaine façon, j'ai envie de dire peu importe que ce soit la main de Michel Lenoblet. En effet, ces similitudes, puisqu'il y a une main visiblement unique entre certains manuscrits, le manuscrit breton, certains manuscrits français et le manuscrit latin, eh bien, je pense que ces similitudes témoignent avant tout de la culture trilingue d'une partie du clergé. Je pense que c'est également ce texte breton, le texte breton... ah oui, j'ai oublié un autre argument pour ma tentative. Les B majuscules du manuscrit latin est de A2, donc à gauche le manuscrit latin, vous voyez deuxième ligne, Bartol, point. Et vous voyez ici dans le texte qui est attribué, donc le A2 attribué à Lenoblet, des femmes du bourg. Le B de bourg et le B de Bartoli me semblent quand même très très proches. Donc le texte breton, vous voyez ce court texte breton, est-il de la main de Lenoblet? J'ai envie de dire oui, mais je n'en ai évidemment aucune assurance. Ce qui m'importe, c'est que ce texte-là est l'expression d'un véritable colinguisme qui reste à définir et à analyser. C'est un terme qui est forgé par Anne-Marie Houdbin, qui a été utilisé récemment par Malo Morvan dans sa thèse sur les paratextes des dictionnaires bretons. Il a repris ce terme de colinguisme que je trouve très juste et très pertinent pour essayer d'expliquer la culture de Michel Lenoblet. Voici une transcription du texte. Je remercie Yves Lebert qui m'a aidé à éclairer certains textes, certains mots que j'avais du mal à déterminer et à lire. Je vous donne ici une traduction. Ça a un petit peu sauté là, le négligé 2. Enfin voilà, c'est ici une traduction. Donc c'est en fait le D est barré parce qu'en fait c'est le titre. Puis ensuite vous avez DR, donc je pense qu'il faut lire demande, réponse. Vous avez une espèce de vadémécum et de justification de l'utilisation des cartes peintes. Je vous laisse le temps peut-être de lire et de prendre, de faire connaissance de ce très très court texte. En fait, je suis frappé dans ce texte par les doublés. Alors voici le texte en breton. Ici, vous avez deux textes. Un texte qui vient très clairement du français, oisiveté, didalvudeges, qui veulent dire en fait la même chose, la fainéantise, la paresse. Vous avez un texte donc qui visiblement vient du français et un texte qui est attesté beaucoup plus breton et qui est beaucoup plus ancien. Mais vous avez également ici, alors à gauche, libertinage, c'est à ma connaissance la première mention du terme libertinage en breton. On a libertine dans un doctrine agristeinienne, donc du début du XVIIe siècle, mais on n'a pas libertinage. Et vous avez à côté l'amour de la volupté. Donc vous avez deux expressions, une expression qui vient du français et une expression qui vise à expliciter ce qu'est le libertinage. Enfin, vous avez ici l'irréligiosité et une formule qui, elle, explicite et développe ce qu'est l'irréligiosité, c'est-à-dire le mépris en la confiance de la miséricorde de Dieu. Bon. Donc vous avez une explication. Ces doublés-là, ces synonymes, sont, à mon avis, très pédagogiques. Et en écoutant
notre collègue ce matin qui parlait des images, je me demande si on ne peut pas justement faire une comparaison avec ce qu'il appelait le montage et le bricolage. On a ici, en effet, une forme de montage, de bricolage. On construit un breton qui est susceptible d'être compris par un public cultivé, mais pas seulement. L'objectif pédagogique, il est d'être compris. La pratique colinguiste est sans doute également animée par une volonté de distinction. Je pense que l'utilisation du mot français, si tant est que ce texte ait pu être prononcé devant un public paysan ou même marin, j'imagine que le terme français avait peu de chances d'être compris, mais peut-être était-ce également le but, ne pas être compris. C'est-à-dire une forme de distinction. S'écarter, s'éloigner de ce qui est prononcé. Un prêtre en chair peut-il parler comme un paysan? Et c'est donc une hypothèse également. Il faudrait faire une vraie recherche sur la culture des femmes ou des hommes qui entouraient le Noblet à Douarnenez. Je parle de Douarnenez parce qu'on est à Douarnenez. Savait-il signer ou savait-elle signer? Quels sont les témoignages que l'on a ou que l'on aurait de leur connaissance et du français et indirectement du breton? La dernière ligne, l'espérance, mot à mot, l'espérance de vivre longtemps, est également, je trouve, très intéressante, parce qu'il y a là un vrai débat théologique. Moi, j'avais envie de lire l'espérance dans la vie éternelle, mais Yves Lebert penche plutôt pour la négligence face à la terreur de la mort subite, qui envoie en enfer, faute des derniers sacrements. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a là une formulation qui est très compréhensible, mais qui nécessite de toute façon une explication et qui nécessite d'être explicitée. Ce manuscrit comporte également, et je voudrais finir là-dessus, alors je vous montre en contexte, je ne sais pas si vous avez fait attention, vous voyez, vous avez le texte en l'écriture d'avant 1650, peut-être de Le Noblet, et vous avez une ligne en dessous, la voici en gros. Mauvais breton, point d'exclamation, sur Vlezunek Fall. Alors moi je lis mes, donc mes veut dire honte. Donc la formulation est assez étrange, mais je trouve très intéressant cette mention manuscrite sous un texte qui serait peut-être de Le Noblet. C'est écrit visiblement par une main moderne, fin 19e, début 20e. En tous les cas, elle témoigne très clairement du jugement de valeur attribué aux Bretons des XVIIe et XVIIIe siècles, qualifiés de Bretons de curé, ou parfois de jargon mixte, depuis le début du XIXe siècle, enfin Bretons de curé, mais avec d'une façon très méprisante. Je pense qu'il y a là, dans les quelques pistes que je viens de vous présenter et les vraiment maigres traces que l'on peut trouver de breton, je pense qu'il y a là une réflexion sociolinguistique, sociolittéraire, enfin surtout sociolinguistique à mener. Il y aurait un chantier à mener pour essayer de définir ce breton et pour essayer de lever le mystère mystique. Que parlait le Noblet? Qu'écrivait-il? Quelles sont les pratiques langagières du XVIIe siècle? Quelles sont les pratiques langagières de la fin du XVIe siècle? C'est-à-dire, d'une certaine façon, un programme qui pourrait s'appeler « De quoi le breton de Le Noblet est-il le nom ?» Je vous remercie.